Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de Dégel du mois de novembre. J'ai lu que 2 romans et par contre la vidéo va être hyper longue parce qu'il y a énormément de livres que je vais donc vous présenter. Je vais essayer d'aller très vite dans les acquisitions livresques parce que voilà. Antoinette, la prochaine fois tu seras gentille, tu diras bonjour à la caméra, d'accord? Et en fait, Antoinette elle adore bien sur mes jambes en fait et je viens de sortir donc je suis sortie chercher un truc donc je viens de rentrer. Antoinette est contente de me retrouver. Bref, pour les acquisitions, oui, j'irai très vite parce que j'ai pas envie de passer 3 heures et il y en a un bon paquet. Hein, c'est pas mon bébé. Et donc, on va commencer assez rapidement. Les chroniques pour arriver, je pense, assez vite sur le blog et la chaîne YouTube, comme pour celles que j'ai pu vous rater, mais bon. Ce mois-ci, j'ai donc lu Millions de Jeanne Boconnet-Carl aux éditions Scrinéo. Alors, ce livre, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais je vous en parlerai vraiment en détail. On est dans un univers où il y a 3 royaumes, ça fait plusieurs années qu'il y a la paix entre ces 3 royaumes. Et la guerre commence à déclencher lorsque le lion ailé, le dernier lion ailé d'un des royaumes meurt. Et donc là, c'est devenu une raison pour ces royaumes de se battre. Mais évidemment, il y a des petites histoires en parallèle pour justement que cette guerre, cette guerre qui a été déclarée ne s'enfonce pas plus. En tout cas, c'est ce que moi je viens d'avoir compris. Et donc voilà, il y a une sorte de prophétie derrière. Je vais pas trop vous en dévoiler parce que justement, ça fera l'objet d'une chronique. Et donc, je vous en parlerai davantage au moment de cette chronique. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ça se lit très vite. De chaque chapitre, chaque fois, on change de vision d'un personnage en fait. Et donc, c'est ce qui fait que ça se lit très rapidement. Les chapitres sont ni trop longs ni trop courts. Mais je vous en parlerai le moment venu. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous conseille. Il faisait partie des 135 présélectionnés pour le PLIB, mais il n'a pas franchi l'étape des 25, ce que je trouve un peu dommage parce que je trouve que ce livre a beaucoup de potentiel. Entre livres que j'ai lu aussi, c'est donc Deux fils de la Grande Guerre de Gérard Hubert Richoux aux éditions Lire c'est partir. Donc ça se passe durant l'après-guerre, on suit 2 enfants, donc Daniel et Raoul, qui sont nés juste avant la guerre 14-18, et évidemment l'après-guerre est là et comment on vit justement cette après-guerre, etc. Et les enfants à l'époque, etc. Et j'ai trouvé juste vraiment intéressant parce qu'il est très complet. Parce que même si Raoul et Daniel ne se souviennent pas de la Grande Guerre parce que ils étaient tout petits ou nés pendant la Grande Guerre, l'après-guerre n'a pas été simple pour tout le monde et on le ressent très facilement là-dedans. Dans les acquisitions de novembre, j'ai aucun livre acheté, mais il y en a un bon paquet, je compte, j'en ai pour 30 secondes. J'ai 23 livres à vous présenter, j'en ai acheté aucun, faut le savoir. Là actuellement je travaille maintenant depuis peu en micro-crèche et je suis en CDI, donc c'est ce qui est plutôt top. Je vous l'avais dit dans le vlog qui est publié juste avant cette vidéo là pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc ce qui fait que lors de mon dernier emploi, juste avant que j'ai commencé vraiment à plein temps cette semaine là, je retourne le samedi 5 décembre. Et donc j'ai commencé vraiment à plein temps lundi. Et donc la semaine d'avant, donc on était encore en mois de novembre et donc comme je vous disais, dans mon poste d'animatrice où j'étais juste avant, il y avait une boîte à livres et j'en ai profité pour faire le plein dans cette boîte à livres. J'en ai laissé quelques-uns mais très peu par rapport à ce que j'ai pris, ce qui est déjà beaucoup. J'espère qu'un jour tu vas vraiment dire bonjour à la caméra à toi. Alors, faut savoir que depuis 15 jours, Antoinette a 6 mois. Donc là, elle a 6 mois et demi. C'est un beau petit chat. Ce matin, on est allé chez la vétérinaire pour que la véto me montre comment je dois te couper les griffes. Il faut seulement que je trouve un coup de griffe. C'est tout. Et que les patounes de devant qui ont été faites. Parce que sinon, elle dit que les patounes n'en avaient pas forcément besoin. Mais là, les patounes de devant, il y en avait besoin. Donc, à partir d'Antoinette, fini. Je ne peux bouger que ce bras-là parce que là, elle est sur l'autre. Et donc j'ai fait le plein du livre et en fait je pensais pas avoir fait autant le plein et donc on va commencer. Je vous présente Les enfants de la patrie, le tome 2, La tranchée de Pierre Miquel aux éditions Livre de Poche. Donc c'est un tome 2, peut-être qu'un jour je trouverai le tome 1, mais en tout cas ça a l'air d'être un roman historique qu'on aura pu comprendre au niveau du titre et de la couverture. On va parler donc justement de la Grande Guerre, donc ce qui est vraiment intéressant. Donc là on est en 14, septembre 14. Léon est mort au front, donc voilà. Et il laisse une épouse, une mère, désormais seule pour âgée exploitation agricole de l'Allier
et 3 frères frappés par l'injustice de son sort. Je vais pas lire davantage le résumé, pour une seule raison, c'est que c'est un tome 2, et j'ai peur que le résumé me dévoile un peu de l'intrigue du tome 1. Je pense que voilà, c'est déjà pas mal en soi. Mais en tout cas, La Grande Guerre, c'est pas vraiment un livre qui... Enfin, La Grande Guerre, c'est pas vraiment pas qui m'intéresse, hein, c'est la Révolution française, comme tout le monde le sait. Mais j'aime bien explorer de nouvelles périodes. Donc ce livre-là, il ira évidemment dans la blanche, même si c'est un poche qui devrait être dans celle-ci, qui est dans ma bibliothèque poche, il y a dans celle-ci qui est dans ma bibliothèque historique. Donc historique, divers et variés, grand format, divers et variés, poche. Et vu que c'est historique, il ira là. Commencez à les mettre déjà sur la étagère, comme ça ce sera plus rapide pour moi pour les ranger juste après. Léon l'Africain d'Amim Malouf. Alors, aux éditions Le Livre de Poche encore. C'est apparemment une autobiographie imaginaire, mais d'une histoire vraie. Cette autobiographie imaginaire part d'une histoire vraie. Donc voilà. Donc, Léon l'Africain, ça fait référence au pape Léon X. Je crois que Léon X, c'est même un Médicis, fait partie de la grande famille des Médicis, qui est très connue en Italie, qui était une grande famille de banquiers, qui ont donné le à la France. Catherine de Médicis et Marie de Médicis. Marie de Médicis étant la femme d'Henri IV, et Catherine est une de Médicis très connue parce qu'elle était la mère de 3 rois de France. Voilà, et très austère, enfin, Catherine de Médicis, très austère, très carrée, enfin, qui aurait eu un goût pour tout ce qui est les arts divinatoires, on la connaît beaucoup, par exemple, vis-à-vis de Nostradamus, bref. Donc là, comme je disais, donc voilà, en 1418, un ambassadeur maghrébin revenant d'un pèlerinage à la Mecque est capturé par des pirates siciliens qui l'offrent en cadeau à Léon X, les grands papes de la Renaissance. Ce voyageur s'appelle Hassan al-Wazan et devient le géographe de Jean-Léon Médicis, dit Léon l'Africain. Sa vie, faite de passion, de danger et d'honneur, et que ponctuent les grands événements de son temps, est fascinante. Il se trouvait à Grenade pendant la Reconquista. Je suis désolée, je parle pas espagnol. Hein. D'où, avec sa famille, il a dû fuir l'Inquisition. En Égypte, lors de sa prise par les Ottomans en Afrique noire, à l'opposé de l'empire de l'Asca Mohamed Touré, enfin à Rome, aux plus belles heures de la Renaissance. Cassé au moment du sac de la ville par les soldats de Charles Quint. Homme d'Orient et d'Occident, homme d'Afrique et d'Europe, on pouvait difficilement trouver dans l'histoire personnages dont la vie correspond davantage à l'époque étonnante que fut le XVIe siècle. C'est fort, c'est temps, c'est prodigieux. Amim Malouf, vous êtes un magicien, dit Catherine Armarivier dans le Figaro Magazine. Donc voilà, la famille Médicis, je la connais parce que j'ai vu cette histoire sur Laurent de Médicis. J'allais dire Lorenzo de Medici, oui, parce qu'on francise beaucoup les noms. On francise, donc on les dit en français. Donc Lorenzo de Medici en Italie, Laurent de Médicis en France. Qui justement, Lorenzo de Medici apparaît dans Assassin's Creed 2, pour ceux qui ne le savent pas. Je vous ai parlé de Catherine de Médicis, on parle notamment des Medici dans L'ombre d'un doute sur Venise, sur Florence, pardon. Mais en tout cas, voilà, Léon l'Africain, c'est un roman, je pense, qui est intéressant. Et vu que c'est un roman historique, qui va donc ici aussi. Laissez flotter les rubans de Victor Lanoux aux éditions Françoisie. Alors là, c'est une sorte de biographie, témoignage, plus témoignage. Victor Lanoux, son visage sur le côté me disait quelque chose sans me rappeler de quoi. Mais en fait, Victor Lanoux est tout simplement l'acteur de Louis la Brocante. Alors, il nous parle en fait d'une opération due à. Enfin, il a dû se faire opérer du cœur par rapport à des soucis cardiaques, oui. Souffrant d'un problème cardiaque, sous la contrainte d'arrêter un tournage, 7 heures sur la table d'opération et au réveil, l'acteur se retrouve paraplégique. Donc, il va se battre pour pouvoir tout simplement remarcher. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on a beau être en pleine forme dans le sens où on se tient sur ses 2 jambes, se retrouver paraplégique et se battre pour remarcher. C'est vraiment un témoignage qui peut être justement très intéressant. Les grosses bêtes de Christine Bravo. Alors Christine Bravo, je crois que pour certaines personnes, soit on aime, soit on déteste cette personne. Bref, je sais pas d'avis sur elle. Enfin, je crois que j'entends que soit on l'aime bien, soit la moins. Enfin, je sais pas trop. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de 50 cas d'animaux, elle va parler de tout ce qui va être la drague. Il y a les obsédés, les romantiques, ceux qui font ça en bande ou tête à l'envers. Vous voyez de qui il s'agit, de nos amis des bêtes, bien sûr. Donc, en gros, ça permet de voir un peu. Nous, humains, on a des techniques de drague, de reproduction, ce que vous voulez. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Mais donc, chez les animaux, c'est pas forcément la même chose. Et ça me fait. Le résumé m'a fait penser à une vidéo de Doc Seven où il faisait ça, justement. Il a parlé de cette manière de drague et tout chez les animaux.
Puis là, c'est pareil, hein, c'est 54 love story concoctées par Christian Bravo. Donc, ça me fait rire. Enfin, le sujet me fait rire, ça peut être drôle aussi. L'été de nos 20 ans de Christian Signol, aux éditions Livre de Poche. Ce qui me fascine là, c'est que le bouquin, j'ai du mal à croire qu'il a été laissé dans une boîte à livres. C'est comme s'il était neuf, comme si je venais d'acheter en magasin. Et il a été publié pour la première fois en 2018. Donc il n'est pas si vieux que ça. Il a l'air très neuf, donc format poche, ça doit être pas si vieux que ça non plus. Donc dans ce récit-là, c'est facile, je sais pas, la première guerre mondiale, là on tombe plus sur la deuxième. Donc chaque été, Charles invite Antoine chez ses grands-parents en Dordogne, alors que tout les sépare et partage une amitié sans concession. Une de celles qui aide à se surpasser. C'est le moment tant attendu des vacances, de ces chaudes journées où les garçons aident au champ lorsqu'ils ne filent pas en bicyclette vers les eaux fraîches de la rivière. Sur ces rives, ils rencontrent Séverine. Entre ces trois êtres, un lien se noue, fait d'amour et d'amitié. Mais ce bonheur se brise en fin de l'été 1939. Comme des milliers de jeunes qui demandent qu'à vivre heureux, Charles, Antoine et Séverine vont devoir entrer en résistance pour retrouver l'harmonie perdue et la paix des saisons. Ce sont ces heures ardentes, celles d'une jeunesse bouleversée par la folie d'une époque, confiant de l'amitié, le courage et la beauté du monde, que fait revivre Christian Signol dans cette œuvre poignante qui célèbre l'authenticité et la force des souvenirs. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en effet, on parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, notamment Paris occupé, en tout cas une bonne partie de la France occupée, Paris occupé, la libération, le front, les camps, mais le sujet de la résistance, je trouve, est très peu évoqué. Et dans les ouvrages, et là je trouve vraiment beaucoup. L'affiche, je crois, ça ne me surprendrait pas que le film, le livre est adapté en film, quand on regarde notamment la couverture fait vraiment très affiche de film. Et la résistance, je trouve que c'est un sujet dont on parle peu. Et d'après moi, il a écrit d'autres romans, Christian Signol, donc j'aurais peut-être lire celui-ci. Je pense que celui-ci, lire en été, ça peut être bien trouvé parce que justement, l'été de nos 20 ans. Mais à voir évidemment ce que ça donne par la suite. Ça a l'air d'être de l'historique. Pour moi, c'est de l'historique, même s'il y a un côté contemporain, je pense. Enfin, je ne me connais pas trop. Mais pour le côté historique, je trouve qu'il va très bien ici. Je verrai peut-être si je le décale dans les poches plus tard. Sarah McCoy, Le bruissement du papier et des désirs. Aux éditions Pocket, donc par l'auteur du best-seller Un goût de cannelle et d'espoir. Je crois que j'ai dû entendre ce livre, le deuxième livre, pardon, plus d'une fois. Île du Prince-Édouard, au large du Canada, 1837. L'enfance de Maria Cuthbert s'écoule, heureuse et paisible, dans le cadre enchanteur de la campagne. Avec ses parents et son frère aîné Matthew, à la mort brutale de sa mère adorée, Maria se jure de veiller toujours sur son père et son frère, mais aussi sur tous ces orphelins, ces fugitifs noirs américains qui, traqués par des chasseurs d'esclaves, débarquent sur leur côte. Fidèle à ses principes, cette jeune femme éprise de liberté jettera toutes ses forces dans la bataille au prix de ses désirs, au péril de sa vie. Voilà. C'est vrai que l'esclavage, on a du mal à croire que l'esclavagisme aux États-Unis, je sais pas quand est-ce qu'était aboli l'esclavagisme aux États-Unis, enfin si c'était aboli un jour, hein, je pense que cela doit dépendre des États, etc. L'abolition de l'esclavage doit peut-être dépendre des États américains aussi, parce que ça s'est pas fait d'un bloc comme en France, ça a dû se faire État par État, étape par étape, non, et surtout État par État. Mais là, justement, mais il faut savoir qu'il y a des personnes comme vous et moi, enfin des personnes de couleur blanche, si je peux me permettre, qui ont essayé de justement abolir l'esclavage, ou en tout cas, ou faire en sorte de libérer les esclaves. En France, ça a été le cas, je pense à Lafayette et à sa femme Adrienne qui, au retour des États-Unis, on sait que Lafayette a fait partie de la société des amis des amis des Noirs, je crois, ou un truc comme ça. Lafayette a acheté des Noirs. Ça fait mal de le dire. On dit ça comme si c'était la marchandise, mais à l'époque c'était traité comme tel. Mais justement, il a fait ça pour les affranchir. Ils les ont justement embauchés en tant que salariés dans une plantation au large des États-Unis. Mais quand on sait par exemple que le président Washington a eu des esclaves sur sa plantation moderne, je me suis perdue de dire Washington, président Washington, parce qu'il y a le décès d'Assassin's 3, ça s'appelle La tyrannie du roi Washington, donc ça se passe une espèce d'univers parallèle, si justement si Washington est devenu roi, bref. Mais au moins des gens, je pense que ça peut être un beau récit, justement aussi à lire cet été, parce que la couverture fait un aspect très été en tout cas. Je sais pas si je peux mettre dans l'historique ou les poches, enfin.
Le contexte fait qu'il y a un petit peu d'historique, mais on se trouve ici quand même, enfin je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous avez lu et tout ça. Je tiens à préciser que j'ai un serveur Discord et que j'ai ouvert. Enfin, c'est ça, moi je travaille dessus, mais il est encore en construction, donc n'hésitez pas à être dedans, enfin dessus, me donner des idées, ça peut être intéressant. Bah, justement, que moi je partage ma lecture vidéo, mais que vous me partagez les vôtres, que ce soit à l'écrit ou autre, ça peut toujours être intéressant. La liste de mes envies de Grégoire Delacour, aussi son livre de poche, j'ai vu qu'il y avait un film de ce livre qui est sorti il y a un bon moment, de ce que j'ai vu, qui est sorti en 2012. Alors, les femmes présentent toujours ces choses-là. Lorsque Jocelyne Guébet, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle se pose la question, n'a-t-elle pas beaucoup plus à perdre? Grégoire Delacour déroule ici une histoire forte d'amour et de hasard, une histoire lumineuse aussi qui nous invite à revisiter la liste de nos envies. Bientôt au cinéma, voilà, est connue à Société internationale. Moi, je trouve que ça pose intéressant de dire, en effet, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, et justement, est-ce que j'ai l'impression que peut-être que cette phrase aura peut-être du sens dans ce livre, je sais pas, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, etc. Et est-ce que l'argent peut nous aider à réaliser nos envies, peut nous aider dans notre bonheur, etc. Je pense qu'il y a peut-être un côté philosophique, je sais pas trop en fait. Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vagnol, aux éditions Le Livre de Poche, comme celui-ci d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. L'auteur ainsi que la couverture, ça me disait quelque chose, en tout cas celui-ci, la couverture, ça me disait quelque chose, parce qu'en effet, Aurélie Vagnol a écrit Mamie dans les orties, dont j'en ai entendu beaucoup parler sur Booktube, notamment Mamie dans les orties, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas d'ailleurs, et je crois qu'il est tout récent celui-là aussi. Il a été sorti, il est sorti quand d'ailleurs? En 2018, donc je vais vous lire le résumé. 1968, Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été, pour toujours, il n'a pas prévu ça. Elle non plus, mais Mélissette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a des étapes différentes sur le chemin de la vie. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, ils découvrent que ces bonheurs simples qui font le ciel de la vie. Un duo attachant pour une histoire pleine de joie et d'émotion. J'aime beaucoup ces histoires intergénérationnelles où il y a vraiment deux générations dans ces cas-là, grands-parents et petits-enfants qui, à la base, tout opposent. Je trouve que ça peut être intéressant, ce genre de petit ouvrage, un peu feel good, je pense aussi, de dire voilà, on est deux générations totalement différentes, mais qu'est-ce qui. Et c'est là qu'on se dit beaucoup, je pense que beaucoup peuvent se comprendre, on est deux générations totalement différentes, mais qu'est-ce qui peut nous rapprocher, nous lier? On peut apprendre des uns et des autres, ce qui est vraiment top, et je pense que ça peut vraiment faire plaisir, un peu ce petit ouvrage qui a l'air long, il fait un peu moins de 400 pages, il fait un peu plus de 300 pages. 370 pages pratiquement, et ça peut faire très facilement se lire. Cette maison me rendra folle de Joël Goron aux éditions J'ai lu. C'est l'air d'être assez intéressant parce que Joël Goron raconte une histoire où je sais pas si c'est un couple, mais en tout cas les deux personnes, c'est Joël et Eric. Joël étant une femme, parce que c'est marqué au féminin, vont bâtir une maison de A à Z, enfin la maison idéale de A à Z, sauf que tout ne se passera pas, voilà, le terrain est en pente, l'entrepreneur des primes, nos inventeurs immobiliers aussi, et l'architecte a des états d'âme. Donc on sent que des fois, pour certains, la construction d'une maison, c'est le parcours du combattant, et j'ai l'impression que c'était le cas, mais là, ça prend des proportions énormes, je pense que ça peut être assez rigolo. Là, je commence à faire un peu vite parce que je sens que je suis en train de pâter beaucoup et que c'est en train de tourner au carnage. Ce livre-là, vous l'avez déjà présenté sur la chaîne parce que je voulais présenter en version BD, mais je ne reviendrai pas très vite là-dessus. De toute façon, si vous voulez, vous irez voir ma chronique là-dessus. Mais je voulais vraiment lire le roman pour vraiment mieux comprendre la BD, je pense. Il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, là aux éditions Albin Michel Wyss. Je savais pas que le roman était si vieux, parce que là, elle a été éditée dans cette édition-là en début des années 2000, en 2002. Donc on verra bien. Voilà, j'ai lu le roman, j'ai lu la BD qui est par ici, qui est juste ici, que je vous ai présenté il y a longtemps. Mais voilà, pour ceux qui se souviennent, sinon je vous mettrai le lien en
barre d'infos, tout en barre d'infos pour que vous soyez plus au courant. Ni marié ni enterré, donc là c'est l'intégrale de Katie Collins chez HarperCollins de leur collection poche. J'ai mis les post-it, ça sera peut-être pas forcément 3 post-it pour savoir où se trouvent là vous voyez mieux, les 3 romans, en tout cas les 3 tomes. Comme ça permettra au fur et à mesure de dire voilà, je me rapproche de la fin du tome 1, de la fin du tome 2 et où je suis dans le tome 3. Parce que je n'irai pas cet ouvrage d'une traite, je lirai vraiment tome par tome. Et moi, ça serait beaucoup plus simple. Voilà, apparemment, c'est une jeune femme qui s'est fait plaquer 2 semaines avant son mariage. Elle se retrouve au chômage pour avoir préparé le 10 mariage sur ses heures de travail et perdre toute dignité après avoir croisé le fiancé volage et la nouvelle femme sa vie fait. Donc apparemment, c'est une femme à qui son monde s'écroule à quelques temps de son mariage. Mais en tout cas, ça permet de vraiment mieux. Bon, ça peut être intéressant comme c'est pareil sur d'ouvrage, on n'a pas envie d'avoir une prise de tête. Voilà, c'est une femme qui va se reconstruire après ça. Cro-Blanc par Jack London, édition de la Bibliothèque Verte, voilà, grand classique, je pense. Cro-Blanc est un jeune louveteau quelque peu croisé de chien, ce qui s'éveille à la connaissance du monde dans le courant américain. Tout autour de lui, le danger se dresse. C'est pour lui à chaque pas la lutte pour la vie. La plus belle et la plus redoutable aventure survient pour le Cro-Blanc le jour où il fait la connaissance de l'homme. De ce jour, il verra entouré de la haine universelle. Il aura contre lui les chiens et les hommes sans plus pouvoir hurler avec les loups, ses congénères. Le combat de Cro-Blanc, vaincu par la douleur, restera l'un des drames les plus émouvants du sauvage extrême nord. Donc je pense que c'est un grand classique, mais voilà, je sais qu'il est en format numérique, donc le fait de l'avoir en format papier va me permettre de mieux suivre en format papier parce que ça vaut. Mais voilà, je pense que c'est un titre qui s'y gère assez rapidement. Je vais essayer de faire assez vite parce que je vois que ma batterie descend, mais s'il faut, je couperai et enfin ça s'arrêtera, je reprendrai l'eau, je m'étais arrêtée. Bref, tout à l'heure je vous ai présenté l'intégrale de Ni marié ni enterré. Là, c'est pas, je viens plus de 3 en 1, donc L'espoir d'une naissance de Caroline Anderson, Le choix du Dr Mills de Cathy Williams et Un amour inattendu de Bretta Harlen aux éditions Harlequin dans la collection blanche, si je dis pas de bêtises. Donc c'est 3 romans en un. J'ai pas lu le résumé parce que sinon j'ai fait la dernière, j'ai dit vas-y, j'ai lu 3 en 1. Et comme pour Ni en mari ni en tirage, j'ai mis les post-it pour savoir où trouver chaque tome, pour au moins me dire comment j'avance en fonction de ces petits romans. Les Bourgeval, Chronique d'une famille de Jacqueline Apple aux éditions du Petit Véhicule. L'action de ce roman se déroule dans la riante vallée du Loir, à pour cadre le domaine de la Meilleraie, acquis par les Bourgeval sous la Révolution. Le lecteur est associé aux joies et aux peines d'une famille bourgeoise contrainte de lutter pour préserver l'intégrité de sa propriété menacée par le conflit des générations et l'évolution irréversible de la société. Anecdote savoureuse, peinture fidèle des mœurs d'une province française de l'Ouest, ainsi que des mentalités germaniques et américaines, climat de sensualité diffuse, par moments réaliste donnait à ce récit, parfois dramatique, une densité humaine qui le rend captivant. Et donc il marque que c'est le 5e ouvrage de Jacqueline Appel-Piauget, professeure de lettres classiques et membre de la Société des écrivains d'Alsace-Lorraine. Donc je sais pas s'il y a des tomes avant, si c'est une série ou si c'est un truc qui est totalement indépendant des uns des autres, mais il a l'air très fin, ça se lira je pense très rapidement. Belleville au cœur de Christian Page aux éditions Slakin et compagnie. Ce roman me disait quelque chose quand je voyais la couverture parce que c'est une photo de l'auteur tout simplement. En fait je me rappelais parce qu'il était apparu dans un reportage sur TF1, enfin le JT de TF1. Christian Page a été SDF. Enfin, après 3 hivers passés dans la rue, Christian Page, 46 ans, raconte son quotidien d'un SDF. Le quotidien des SDF en écrivant le roman de sa vie. Il écrit de l'argent de ses jours et le temps qui s'accélère, le regard des autres, les trucs, les clans, la violence, les pitiés, les ivresses du bonheur et l'amour. Chaque jour en France, un SDF meurt dans la rue. Donc, Belleville au cœur est dédié à ce milieu d'anonymes. Ces fans, ces hommes qu'on a croisés sans doute, mais sans jamais les voir. Et en fait, c'est vrai qu'on les voit beaucoup, mais je pense comme pour beaucoup, moi aussi, malheureusement, je ne fais pas fier réception. On les a beaucoup regardés tout en disant moi, voilà, mais bon, c'est vrai que ces gens-là, je trouve ça dommage que on devrait plus sortir de la main que de les regarder un peu de travers, en fait, tout simplement. La mer polarisante de Bob Escoffier aux éditions City. Ça va être un témoignage d'un navigateur. Je n'ai pas eu le résumé parce que ça fait partie de ces livres que juste la couverture le titre me donnait envie, enfin surtout le titre me donnait envie.
Donc, des chantiers navals à la route du Rhum, parcours du dernier grand loup des mers. Donc, juste ça, ça m'a suffi. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler davantage de ce roman. J'ai plus envie de me garder une certaine surprise. Les grands explorateurs d'Andrea de Porti, avec la préface de Patrick Poivre aux éditions Artaud, collection Les Grands Classiques Illustrés. Donc, je pense que ça parle de beaucoup de ces grands aventuriers, des explorateurs, pardon. Donc, j'ai pas trop. Donc, c'est un truc qui est très illustré, en tout cas, qui est vraiment bien. Mais comme je dis, pareil, là, j'ai vu cette partie suivre que ces livres, donc j'ai pas envie d'en savoir plus et me laisser un peu surprendre. Mais de toute façon, ça, je vous encourage peut-être à faire davantage vos recherches, ça peut être intéressant pour vous aussi de vous renseigner un peu sur ce que moi je lis. Les derniers qui restent, je me les mets là, comme ça au moins, ça m'évitera tout le temps de me pencher. Voilà. Petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins. Poche, comme j'ai bien ni morte ni enterrée. Ni mariée ni enterrée, pardon. Donc là, apparemment, c'est pareil. Je vous dis, il y a des gens, mais ils prennent bien soin de leur livre. Parce que je n'ai pas souvenir que ce livre-là soit si récent, en tout cas, peut-être de quand. Il n'y a pas d'édition. Si, 2019 pour la traduction française et 2020 pour la présente édition. Donc oui, il y a des gens qui en prennent soin. Même en les lisant, parce que vu l'épaisseur du truc, pour un format page, ça, voilà, il fait un peu moins de 140, un peu plus de 530 pages, pardon. Donc là, on va sur 4 femmes, 3 générations. En fait, on a la grand-mère, ces 2 filles qui sont sœurs, et la fille de l'une d'elles. Et en fait, donc les femmes de la famille Stewart ont décidé de s'échapper de leur quotidien le temps d'un été pour se retrouver ressourcées sur les plages de l'île de Martha's Vineyard. Mais leurs valises ne sont pas les seuls bagages qu'elles transportent, chacune est cherchée de ses préoccupations et de ses inquiétudes. Donc ça peut être intéressant, donc de ce genre de truc, on est en été, on est sans oublier tous leurs soucis, mais en fait chacune justement vient déballer leurs bagages qu'elles ont sur, enfin tout ce qu'elles ont sur leur cœur en fait, leurs bagages émotionnels et tout. Donc voilà, c'est vraiment un truc, je pense, qu'on va lire. C'est écrit assez petit, on verra bien ce que ça vaut à la fin. Merci mon siècle de Christiane Collange, aux éditions Le Livre de Poche. Ça va être un livre rétrospectif sur le XXe siècle. Donc voilà, donc à voir. Moi je suis née début des années 90, donc je pense que ça peut au moins avoir une espèce de rétrospective sur ce genre de siècle en fait. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai compris, je pourrais en savoir plus, voilà, tout simplement. L'héritier des Beaulieu de Françoise Bourdin, édition Pocket. C'est l'été au domaine des Carouges, un vaste manoir biscornu, prestancieux et sinistre. Donc voilà, apparemment c'est une histoire de famille, comment c'est les faire Françoise Bourdin. Je commence à faire Françoise Bourdin, je commence à essayer de m'acquérir davantage de ses ouvrages, je les ai vus voir depuis le mois dernier. Et donc, voilà, mais en tout cas, c'est pareil, on va suivre donc Barthélemy, donc le fils aîné de cette famille qui tient l'entreprise familiale qui est assez vieille d'ailleurs. Il a 50 ans et malheureusement il n'a pas d'enfant. Et donc ça s'avère qu'il l'a jamais élevé, va lui imposer son neveu pour prendre la succession tout simplement. Est-ce que Barthélemy sera d'accord ou quoi, on verra bien. Et justement, il marche justement lors du moment à sonner. C'est le genre de livre où j'ai pas spécialement retenu ce que vous dire le résumé parce que j'ai pas envie trop de me spoiler, d'en savoir le long en large et en travers. Le choix d'une femme, livre de Françoise Bourdin, toujours édition Pocket. Alors, 7 ans que Lucrèce monte à Paris et à 32 ans, la jeune femme a réussi, je dois être reconnue. Elle s'est imposée dans un milieu très masculin. Elle n'est pas mariée, elle vit une histoire avec son amant. Voilà, jusqu'au jour apparemment son monde s'écroule suite à un événement. De ce que j'ai, c'est qu'il y a un tome qui précède celui-là apparemment, justement qui raconte comment Lucrèce est arrivée à Paris et a fait sa place qui justement il est indiqué au début de ce résumé. Grand Paradosio de Françoise Bourdin. Il avait fait le rêve fou de conscience au paradis, une utopie devenue réalité. Alors on va suivre Lorenzo qui va construire son propre paradis, il va donc créer une réserve naturelle sur des dizaines d'hectares. Il va tout faire, enfin tout simplement, il va essayer de justement faire cette réserve naturelle, il va être aidé et tout. Et c'est, je crois, tout l'ordre du toute une vie qu'il va tout simplement créer. Et voilà. Comment il va créer cette histoire, cette réserve, pardon. C'est l'enjeu de ce roman. Dernier livre de ses acquisitions, et je vous fous la paix également avec Françoise Bourdin, avec également Si loin, si proche de Françoise Bourdin aux éditions Pocket, qui est tout simplement la suite de Grande Parrain de Dieu. Donc Lorenzo a justement créé son hectare et tout,
Et voilà, donc il a justement fait sa réserve et tout. Je vais pas vous en parler vu que c'est la suite de Grand Paradoxio. Je veux pas. Moi je l'ai lu là et c'est en faisant comme ça que j'ai compris que c'est la suite tout simplement. J'ai dit non, je vais pas me spoiler plus et j'ai pas attention de vous spoiler vous non plus. Alors, est-ce que les deux peuvent se lire indépendamment de l'un de l'autre? Je pense aussi, comme ça peut être le choix d'une femme libre, mais on verra bien ce que ça vaut. Pour mes lectures de décembre, je vais lire certains des 25 présélectionnés pour le PLIB 2021 que j'ai déjà sur ma liseuse. Lesquels encore, je ne sais pas encore, je ne me suis pas spécialement décidée. Je ne sais pas encore lequel, il y a 25 choix et c'est 25 choix de trop. Mais en tout cas, j'aurai forcément de mes nouvelles sur mes réseaux sociaux et sur le Discord si jamais vous voulez me suivre également là-bas. Mais en format papier, il y a donc Noël à Thompson Hall et autres nouvelles d'Anthony Trollope aux éditions de Lerne. Donc voilà, c'est des nouvelles sur le domaine de Noël. On verra bien ce que ça vaut. C'est un gros pavé que je pense que je vais lire chez moi, que je ne pourrai pas emmener au boulot. J'ai pas spécialement d'heure de. Enfin, j'ai un temps de pause au boulot, mais bon, sur mon temps de pause, je préfère plus manger que de lire. Ou autrement, c'est du livre audio. Mais bon. Et autre livre qui est là sur le thème de Noël, que je vous avais présenté lors des dernières tours de Dégel du mois d'octobre. C'est lettre, ou même celui d'avant, je sais plus. Lettre à sœur Bérététine de Rose Tremaine, aux éditions le livre de. Je vais pas trop vous en dévoiler parce que je vois pas trop l'intérêt de vous en dévoiler plus que là. Est-ce que je vous avais déjà parlé? Mais bon, je sais que ça se passe à l'approche de Noël. Et une femme qui fait donc la rétrospective de sa vie dans une lettre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de ce roman. Et donc, je vais peut-être le lire, c'est plutôt intéressant d'avoir un petit livre un peu ça. How many combats must there have been for good to triumph evil? Les lectures de DGA du mois de novembre sont terminées. Je crois que je tiens peut-être un record avec tous les livres que j'ai pu vous présenter. J'essaie de faire vite comme toujours, mais c'est pas facile, tellement j'ai envie de vous en parler. Et donc voilà. Sur ce, je vais donc vous dire à la prochaine. Et je vous dis donc de bonnes lectures et de bonnes fêtes de fin d'année si je ne vous revois pas d'ici tôt en vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, de me rejoindre sur mon serveur Discord qui est en barre d'infos. Si vous voulez qu'on discute davantage des livres que j'ai là, que je vous ai présentés en vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine. And for the royal ark to be protected and preserved, without any doubt, too many. It is ignorance that blinds us and we lose our way. One day.